Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de ce jeudi 7 février. Il concentre des espaces de recherche et de formation, des ateliers et des laboratoires, tous tournés vers de nouveaux modes de déplacement. Le Mobilab a été inauguré ce matin par différents partenaires, dont le département des Yvelines, un site implanté au cœur du cluster de Versailles-Satory. Face à la crise des Gilets jaunes, c'était l'une des mesures annoncées en décembre par Emmanuel Macron, attribuer une prime exceptionnelle aux salariés éligibles. Les chefs d'entreprise ont eu le choix de verser ou non ce dispositif. Exemple dans cette édition au sein d'une PME et d'une clinique privée du département. Et cet ancien fort militaire protège un pan de la culture française. Le Centre national du cinéma est à Bois d'Arcy. Il abrite les archives du film, un lieu qui nous a exceptionnellement ouvert ses portes. C'est la découverte patrimoine de la semaine. Des invités également dans ce journal, Pascal Rodier du Secours populaire des Yvelines. On parlera également du temps des femmes qui se déroule à Guyancourt avec sa mère Marie-Christine Le Tarnec et Cathy Blondeau, responsable du service Action culturelle. Mais avant, Carlos Ghosn aurait-il profité pour son bénéfice personnel d'un contrat de mécénat entre Renault et le château de Versailles? Le groupe automobile s'interroge sur le financement du mariage de son ex-PDG célébré en octobre 2016 sur le site yvelinois, estimant qu'il pourrait s'agir d'un abus de bien social. Le château de Versailles aurait enregistré pour les festivités l'allocation du Grand Trianon comme contrepartie d'un contrat de mécénat signé avec Renault en juin 2016. Une prestation de 50 000 € pour un événement privé et sans aucun lien direct pourtant avec ce mécénat. Renault envisage de signaler ces faits au parquet. Son ancien patron est pour rappel incarcéré depuis novembre au Japon, notamment pour abus de confiance. Et de son côté, le château de Versailles précise dans un communiqué que Renault, comme le prévoit la loi sur le mécénat, a le droit à des contreparties à hauteur de 25%. Ni Carlos Ghosn et ni son mariage ne sont cités dans ce communiqué. Versailles-Satory, pôle des nouvelles mobilités. Ce matin était inauguré le Mobilab, un espace de recherche, des ateliers et des laboratoires dédiés. Il associe l'Institut VDCOM, l'opérateur Transdev, et l'Institut de recherche IFSTAR. Mélanie Poquet était sur place. Plus de 7000 mètres carrés entièrement dédiés à la mobilité. Un bâtiment hybride de recherche et de conception situé à Versailles-Satory, le Mobilab est un projet pensé il y a 3 ans. L'idée, c'est vraiment de constituer ici l'amorce d'un cluster. C'est un cluster, c'est-à-dire un lieu où se marient la créativité et les idées d'acteurs différents. On sait bien qu'aujourd'hui, l'innovation, elle a besoin justement de sortir du cloisonnement. 3 acteurs sont installés dans les locaux depuis l'automne dernier, les instituts VDCOM, l'IFSTAR et l'opérateur Transdev. On est vraiment tous ensemble sur des projets communs et surtout avec la totalité des moyens à disposition, de la recherche la plus académique jusqu'à l'expérimentation. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'on a des pistes d'essai juste de l'autre côté qui nous permettent de faire les premiers tests de nos nouvelles technologies avant de les déployer. Nous travaillons aussi sur la convergence des sciences pour l'ingénieur et des sciences humaines et sociales. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des objets qui sont extraordinairement bien conçus s'ils ne sont pas réellement utilisés en toute sécurité. Ce projet mêle acteurs publics et privés d'un coût d'environ 18 millions d'euros. Le site a bénéficié de l'aide du département et de l'agglomération Versailles-Grand Parc. C'est dans ce département que l'essentiel de la production, mais aussi de la conception automobile française se fait. Pour nous, c'était évident qu'il fallait participer. Pour une intercommunalité à 1,6 million, c'est tout de même une somme significative. Il fallait participer à ce grand projet. Aujourd'hui, 200 personnes travaillent sur le site. Les premières recherches concernent notamment les véhicules électriques et leur recharge. Ce chiffre à présent, 10 000, c'est le nombre de médecins libéraux qui seront en âge de partir à la retraite dans 5 ans en Ile-de-France. Cela représente 50% des effectifs actuels et des médecins qu'il est de plus en plus difficile à remplacer selon le dernier rapport de l'Agence régionale de santé sur l'année 2018. Une région qui n'est pas épargnée par la désertification médicale. L'Ile-de-France est passée en quelques années de privilégiés richement dotés à un territoire avec le plus grand nombre d'habitants faisant face à des difficultés d'accès aux soins. Le Sénat s'est prononcé à une large majorité. La Chambre a rejeté par 246 voix contre 78 la privatisation d'Aéroports de Paris. Le groupe a la gestion dans les Yvelines des aérodromes de Toussus-le-Noble, Saint-Cyr et Chavenay-Villepreux. Cette privatisation est prévue par la loi Pacte qui autoriserait l'État à vendre une partie ou la totalité de ses actifs dans l'entreprise, soit un peu plus de 50% des parts qui représentent 9,5 milliards d'euros. C'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot sur le texte adopté
voté en première lecture. Les chefs d'entreprise avaient le choix, attribuer ou non une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat défiscalisée aux salariés éligibles, l'une des mesures annoncées par le président de la République pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Dans les Yvelines, certaines sociétés se sont saisies de ce dispositif. C'est le cas à Coignères et à Port-Marly. Reportage d'Aurélie Ronze et de Nicolas Dandry. C'est un des produits phares de la PME Automation 2000, le DGPT2, un dispositif d'alerte et de sécurité pour les transformateurs électriques. Dans cette entreprise, 10 salariés ont bénéficié d'une prime de 1 000 € fin décembre 2018, le seuil maximal de la mesure annoncée par le président de la République. Fin décembre, ça nous a bien aidés, tout à fait. Je vis tout seul, c'est très dur, payer le loyer, manger. Heureusement que je travaille ici quand même. Et cette prime, ça nous permet, par exemple, d'y aller en vacances. Ces employés sont éligibles car gagnant moins de 3 600 € par mois. Au total, la société a versé 10 000 € au lieu de 14 000 € grâce à la défiscalisation. J'estime que les salariés le méritent de toute façon. Et je pense que c'est important. Le pouvoir d'achat, c'est un sujet qui travaille tout le monde au quotidien. Et les entreprises, aussi petites soient-elles, doivent essayer de participer à l'effort. Même situation à la clinique de l'Europe de Port-Marly, un établissement privé de 260 lits. Il emploie 400 salariés, 75% du personnel a bénéficié d'une prime de 200 €, soit 377 employés. On l'a eu rapidement. Souvent, on voit d'abord le versement sur le compte qui arrive. Donc, on voit que c'était pas prévu. Travailler un week-end sur deux, de 8h à 20h, vous avez une vie de famille, une vie sociale. Pour 1 300 €, 1 400 €, non. Pour moi, je pense que la prime, ça fait plaisir, mais c'est un dû. Il nous a semblé important de donner un signe de reconnaissance à nos salariés qui avaient passé l'année auprès des patients. Ils font tous un métier difficile. Cette disposition est prévue par la loi du 24 décembre 2018. Les entreprises ont jusqu'au 31 mars 2019 pour utiliser cette réforme. Vous le savez forcément, en ce moment, c'est le grand débat national. Des élus, des communes, des citoyens et même des associations ont décidé de s'associer à ce temps de consultation. C'est le cas du Secours populaire français. Bonsoir Pascal Rodier. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. Alors l'association remet en place ces cahiers, le dire pour agir, pour recueillir la parole de ses bénéficiaires et aussi des bénévoles sur le terrain. Le Secours populaire, c'est un participant légitime, indispensable à ce grand débat. Bon, je pense que les autorités apprécieront. Moi, je ne sais pas si on est légitime pour donner la parole aux plus démunis. Je pense que oui. Depuis la fin des années 80, c'est un dispositif qu'on connaît bien. Le grand débat national, il ne s'agit pas de prendre parti plus que ça. C'est plus d'être un relais. Voilà. Et la difficulté, on le voit dans les informations, c'est la prise de parole des plus éloignés de la décision politique. C'est celle-ci de parole qui est difficile à recueillir. Et les modalités en elles-mêmes du débat ne facilitent pas le recours à Internet. Il y a quand même 7 millions de Français qui n'ont pas Internet. Donc pour participer à un débat sur Internet, c'est compliqué pour ces personnes-là. Et il se trouve que souvent, c'est les publics qu'on reçoit dans les permanences d'accueil. Vous évoquiez justement les années 80, puisque l'action pour le Secours populaire, en tout cas, n'est pas nouvelle. En 88, l'association avait déjà mis en place des cahiers de doléances pour recueillir cette parole. En fait, on s'était préparé au bicentenaire de la Révolution à l'époque, et on s'était dit que ce serait pas mal de rééditer des cahiers de doléances. Et donc, à l'époque, les bénévoles du Secours populaire avaient sillonné un petit peu les cages d'escalier, un petit peu tous les lieux de vie, pour recueillir la parole des personnes, et justement celles à qui on ne la donne pas souvent, la parole. Et c'est à cette époque-là qu'on avait ressorti la donnée, fait ressortir la grande précarité qui se développait et qui émergeait déjà dans notre territoire. Et c'est à l'issue de cette dynamique-là qu'il y a eu le premier programme européen d'aide aux démunis. Donc il y a eu des progrès grâce à cette action qui a été mise en place dès les années 80. Contexte de précarité qui existe toujours aujourd'hui, qui est toujours difficile en France. L'an passé, sur ce plateau, vous étiez venu nous parler de l'augmentation du nombre de bénéficiaires dans les Yvelines, plus de 7000 en 2017. Est-ce que c'est un chiffre qui a augmenté l'année dernière, en 2018 Oui, puisqu'on a dépassé, on est quasiment aux 9000. Donc, et on n'est pas
une fédération énorme en termes d'activité. Donc j'ai pas les chiffres nationaux en tête, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui poussent la porte du secours populaire. Et dans tout ce qu'on a entendu depuis 2 mois sur ce que les retraités témoignaient, que c'était de plus en plus difficile de joindre les deux bouts et tout ça, ça fait plus de 10 ans qu'on dit qu'il y a des seniors qui reviennent dans les permanences d'accueil. Et en fait, c'est pour ça que cette participation au grand débat national, elle va être assez facile. Il va suffire qu'on ressorte tous nos rapports d'activité depuis une dizaine d'années et puis il y aura les éléments dedans, quoi. Et pour témoigner dans ces cahiers, ils sont déjà en place dans la fédération, ils vont être réédités? Alors en fait, c'est une réédition. On a reçu la version pour les enfants, Copains du Monde, puisqu'on est aussi une association qui tient à faire participer les enfants dès le plus jeune âge à la solidarité. Donc il y a une édition spéciale, on va dire, pour les enfants, qui puissent en fait exposer leur quotidien, ce dont ils manquent, ce dont ils rêvent, ce dont ils ont envie. Et ça va être réédité et ça va être diffusé, on l'espère, de manière un peu structurée aussi sur la durée, parce que ça permet aussi d'associer les personnes qui sont aidées à toutes les solidarités qu'on peut mettre en place derrière. Et donc c'est un outil, on le fait beaucoup à l'oral, puisque ça fonctionne beaucoup à l'oral dans les permanences d'accueil. On essaye de ne pas être trop administratif aussi avec les gens, puisque c'est une manière plus souple de lier des liens avec les personnes. Et donc il y a énormément de témoignages qui sont souvent oraux des bénévoles et des bénéficiaires. Et donc on va essayer de recueillir ça un petit peu plus systématiquement, quoi. Donc le Secours populaire qui s'associe à ce grand débat. Autre sujet dont je voulais parler avec vous, cet appel lancé aux familles de vacances, des familles pour accueillir des enfants qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances en France. Ce constat, c'est le même dans les Yvelines. Il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Oui, on n'échappe pas. Alors souvent dans le grand public, on pense que les Yvelines, c'est un territoire, c'est un département riche si on fait la moyenne rapporté à la population, mais c'est aussi justement un des départements où il y a le plus d'écart entre les plus riches et les plus pauvres, puisqu'il y a des gens qui sont très riches et puis des personnes qui sont très pauvres. Sur un territoire comme Chanteloup-les-Vignes, par exemple, sur 11 000 habitants, vous devez avoir 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, donc on ne peut pas dire que ce soit des personnes aisées malgré le fait qu'elles vivent dans un département riche. Donc voilà, c'est pour ça aussi que dans notre département, on a toujours un besoin de familles de vacances bénévoles qui se proposent pour prendre un copain des vacances, on appelle ça, donc un enfant pendant 15 jours ou 3 semaines pour lui faire partager sa vie quotidienne, ses loisirs, ses vacances, et puis lui faire peut-être découvrir un peu de nouveaux horizons. Et dans l'autre sens, ça permet aussi à des personnes qui connaissent pas forcément les questions de précarité que peuvent rencontrer une partie de nos concitoyens, de toucher un petit peu du doigt ça, et puis d'avoir des échanges qui parfois durent presque une vie, on peut dire. Il y a des aspects comme ça où on sait que ça dure pendant plusieurs années et que les liens se maintiennent. C'est un droit fondamental pour les enfants de partir en vacances. Ça permet de s'évader de ce quotidien qui peut être difficile. Complètement. Et puis c'est pas nouveau non plus. Depuis les congés payés, on a bien constaté ce que ça pouvait apporter comme bien-être, y compris aux classes laborieuses. C'est quand même a priori celles qui ont le plus besoin de vacances, c'est celles qui travaillent. Et donc les gens qui sont privés d'emploi, il n'y a pas forcément de raison non plus qu'ils soient privés de vacances, de loisirs, de découvrir d'autres choses, de s'oxygéner la tête. Et puis préparer un séjour de vacances, c'est aussi se projeter dans le temps. Et parfois ça rend service aussi à des personnes qui ont des difficultés pour la gestion de leur quotidien. Se projeter dans le temps, ça les aide après pour gérer un petit peu leur budget. Et préparer les vacances de son enfant, c'est aussi pour un parent qui sait que son enfant va partir dans une famille de vacances, c'est aussi pour elle l'occasion de revaloriser aussi un petit peu sa fonction, quoi. C'est-à-dire je peux quand même offrir à mon enfant des vacances, même si moi j'y vais pas, mon enfant peut partir en vacances, quoi. L'appel est donc lancé si vous souhaitez accueillir l'un de ces enfants pour des vacances. Retrouvez toutes les informations sur le site du Secours populaire. Merci Pascal Rodier d'être passé sur ce plateau, secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. À plaisir, dans 1 an, le parc des 4 saisons aura un nouveau visage, pensé par la ville et les habitants. Un chantier de plus de 700 000 € qui devrait débuter en 2020. Les précisions de Mélanie Poquet.
4 hectares de verdure au cœur de la ville. Le parc des 4 saisons, situé dans le quartier de l'Aqueduc de Lavre à Plaisir, va être réaménagé. On a une partie qui va être beaucoup plus familiale, une partie qui va être beaucoup plus espace vert, familial, pour faire des pique-niques, pour y manger. Mais il y aura aussi des jeux d'enfants qu'il y a déjà, mais qui vont être améliorés. Il y aura toute une zone aussi qui sera une zone plus culturelle, puisqu'on va mettre en place un théâtre de verdure. Il y aura des représentations, pourquoi pas de poésie ou de théâtre. Et puis il y aura aussi des aménagements qui sont des aménagements plus sportifs, avec des tables de ping-pong, avec la possibilité de faire du handball également. Un réaménagement voulu par la ville et pensé avec les habitants. En octobre et novembre dernier, 2 réunions de concertation ont été organisées. Ce mardi, le bilan était présenté aux Plaisirois. Ils n'ont pas remplacé autant les amusements. Sinon, le reste, l'aménagement, le fait d'avoir des arbres pour le soleil, pour l'ombre, cet été, on en a eu besoin. Tout ça, c'est vraiment bien fait. C'est un parc où j'ai beaucoup emmené mes enfants quand ils étaient plus jeunes. J'ai envie qu'ils grandissent et qu'ils puissent continuer à avoir de l'activité et à ce qu'on puisse venir le week-end en famille et en profiter. 70 habitants ont participé à l'élaboration de ce nouveau parc. Le projet coûtera 744 000 €. Le démarrage des travaux est prévu pour le mois de février 2020. C'est organisé depuis 8 ans à Guyancourt. Le Temps des femmes pose cette année une question, l'égalité, où en est-on? Pour en parler, 2 invités autour de cette table. Marie-Christine Le Tarnec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire d'Hiver Gauche de Guyancourt et également Cathy Blondeau, bonsoir. Bonsoir. Responsable du service action culturelle à Guyancourt. Alors le gros du programme sera en mars, mais ce Temps des femmes a déjà démarré avec l'exposition Soyons affichés qui se déroule en ce moment à la salle d'exposition. C'est jusqu'au 24 mars, on va en parler dans un instant. Alors 8 ans que la ville organise ce Temps des femmes, Marie-Christine Le Tarnec. C'est une question de l'égalité femmes-hommes qui est importante pour la ville? Alors nous, c'est au quotidien, effectivement, qu'on essaye de réduire les inégalités. Alors que ça soit au niveau du service, effectivement, de la municipalité ou au niveau des habitants. Au niveau de la ville, par exemple, on féminise toutes nos fiches de poste, parce que je pense qu'il n'y a pas de métier réservé aux femmes, comme il n'y a pas de métier réservé aux hommes. On a 17 postes de direction, dont 10 femmes. Et les chefs de service, et effectivement aussi, sont pour la majorité des femmes. Donc on travaille sur cette parité. Et puis en direction des habitants, eh bien, on a différentes actions. Il y a le service jeunesse qui montre des actions de prévention pour les jeunes sur l'inégalité, sur les discriminations, enfin sur différents thèmes qui peuvent effectivement les intéresser. Et puis le service culturel, par exemple, eh bien, on veille à ce que la programmation de notre salle culturelle eh bien, respecte la parité. On accueille aussi bien des auteurs, des artistes femmes que des artistes masculins. Et puis cette année, on a une originalité dans notre programmation, puisque le thème, c'est le matrimoine. L'école des parents a une action aussi qui est un peu originale en direction des pères pour leur permettre d'avoir une réflexion autour de leur place effectivement dans la famille. Pourquoi pas rééquilibrer aussi les rôles au sein du ménage. Et puis on a effectivement une chose aussi qui est très importante, c'est favoriser aussi l'emploi pour les femmes. Et donc on propose à Guyancourt des modes de garde diversifiés. Donc beaucoup d'actions. L'égalité, où en est-on? Cette question a encore... Il faut la poser aujourd'hui. Ce chiffre qui revient souvent sur les salaires, les hommes touchent en moyenne 18,6% de fois de plus que les femmes. On est encore loin de cette égalité. La question s'adresse à vous deux, Cathy Blondeau, peut-être. Alors nous, effectivement, dans l'exposition Soyons affichés, on a voulu mettre les chiffres qui sont assez édifiants en valeur, donc 18,6% de différence de salaire, mais également tout autre type de différenciation. On est par exemple sur 0 femmes dans les personnalités préférées des Français. On a vraiment des chiffres qui sont assez éloquents, mais je pense qu'il y a vraiment tout un historique par rapport à ça. On fête cette année les 75 ans des droits de vote pour les femmes, et je trouve ça intéressant de voir tout ce qui a déjà pu être fait et tout ce qui reste à faire. Alors sur l'exposition Soyons affichés, 16 artistes ou collectifs se sont joints à vous. Il y a des affiches, des dessins, vidéos, également des infographies avec des chiffres qui sont mis en exergue. Ces différents formats, ça permet de rendre l'exposition ludique, de parler de cette thématique de l'égalité femmes-hommes de manière ludique.
On a voulu rassembler des femmes et des hommes artistes qui chacun travaille autour de cette thématique de l'égalité, d'avoir différents médiums, donc effectivement on a des affiches, de la vidéo, pour que chacun puisse se retrouver dans ces chiffres, c'est-à-dire que ça puisse parler du plus petit au plus âgé. Donc on peut approfondir bien évidemment à travers cette exposition cette thématique, d'avoir des artistes très engagés, d'avoir vraiment une vision, on va dire, esthétique, sociale, mais aussi politique de cette thématique qui est quand même une thématique assez forte. Alors, il y a des chiffres édifiants notamment qu'on découvre dans cette exposition. Celui-ci que je ne connaissais pas, seulement 2% des rues en France portent le nom d'une femme. C'est-à-dire que malgré les nombreux combats menés par des femmes, les femmes aussi qui ont fait l'histoire de ce pays, les choses évoluent peu. Marie-Christine Le Tarnec. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a pris cette thématique, l'égalité où en est-on, puisque pendant plus d'un mois, ça va nous permettre de réfléchir et d'avoir des échanges collectifs sur ce sujet. Alors, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites depuis de nombreuses années. Avec le mouvement MeToo notamment. Voilà, alors ça a été bien parce que ça a permis de libérer la parole des femmes. Ça, c'est effectivement une bonne chose. Dommage d'en être arrivé là. Mais, voilà, ça a libéré la parole des femmes. Mais il y a des acquis qui sont là, mais il va falloir continuer à lutter pour que ces acquis, effectivement, restent et que les avancées, on continue chaque jour à avoir un petit peu plus de résultats. Et c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Et vous parliez tout à l'heure des noms des rues, et nous, à Guyancourt, on essaye effectivement d'ancrer dans la mémoire de la ville des noms comme Caroline Egg, Lise London ou Olympe de Gouges. Enfin voilà, on essaye à chaque fois aussi de proposer des noms de femmes. On va avoir 2 lieux emblématiques à Guyancourt qui vont s'ouvrir d'ici quelques semaines. C'est le RAM, donc ça sera le nom de Madeleine Brest, c'est la première femme pédiatre. Et puis Joséphine Becker pour notre lieu d'accueil parents. Donc voilà, quand on peut, on continue effectivement à donner des noms des femmes parce que ça, c'est important pour garder dans la mémoire. Pour la dernière minute de cet entretien, donc il y a cette exposition Soyons affichés. Quel sera le programme? Quel teasing vous pouvez faire sur ce temps des femmes qui va se dérouler pour le plus gros du programme au mois de mars? Alors sur le temps des femmes, on a donc l'ouverture du temps des femmes qui se fait avec cette exposition Soyons affichés. Et après, le temps des femmes est en fait un moment dédié à tous, femmes et hommes, ponctué de différentes rencontres. On peut avoir des conférences, on peut avoir des spectacles, on a des concerts, on a vraiment tout type de programmation pour pouvoir séduire tout type de public, et on peut retrouver la programmation assez rapidement qui va arriver là d'ici une quinzaine de jours. Et la volonté, on n'aura pas le temps d'en parler, mais d'associer aussi les enfants à ce temps des femmes, 300 enfants qui seront associés. Oui, entre autres sur cette exposition où il y a, ça c'est important parce que la jeunesse, il faut effectivement qu'on déjà dès maintenant, dès le départ, pouvoir travailler. Donc avec leurs enseignants, ils vont aussi réfléchir sur la thématique, sur l'égalité effectivement femmes-hommes. Toutes les informations sur le temps des femmes à retrouver sur le site de Guyancourt. Merci Marie-Christine Le Tarnec et Cathy Blandot d'avoir été avec nous. Et puis pour refermer ce journal, un jeudi sur 2, nous vous emmenons désormais à la découverte d'un lieu qui fait le patrimoine yvelinois. Direction ce soir Bois d'Arcy au sein du Centre national du cinéma. Cet ancien fort militaire abrite les archives françaises du film. Le CNC nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Visite avec Aurélie Ronze. Voilà, on est dans la Caponnière, donc qui était le point stratégique de la défense de la batterie. Construit à la fin du 19e siècle, le fort de Bois d'Arcy était destiné à renforcer le maillon ouest des fortifications de Paris. Il fut un établissement militaire jusqu'en 1945, puis géré ensuite par le ministère de la Culture. Investi par le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, il accueille officiellement depuis juin 1969 les archives françaises du film. 5 hectares sont entièrement dédiés à la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine cinématographique français. Nous conservons donc les films sur support de sécurité, c'est-à-dire fabriqués après 1953, et des bâtiments qui sont contrôlés en termes de température et d'hygrométrie pour assurer la pérennité de la pellicule. 3 grands silos gardent précieusement à une température d'un peu plus de 12 degrés les supports plus contemporains. Pour les supports plus anciens, sur nitrate de cellulose, étant donné leur caractère inflammable, ils sont répartis dans 236 cellules. En tout, un peu plus d'1 million de bobines de films sont conservées sur le site de Bois d'Arcy. Ces bobines, en fait, n'appartiennent pas au CNC, mais elles appartiennent à des déposants qui nous ont confié ces collections et que nous conservons pour eux. Donc toutes ces personnes qui ont déposé ces boîtes sont tout à fait libres, bien évidemment, de les faire sortir temporairement pour des projections, pour des travaux en laboratoire ou même définitivement s'ils le souhaitent également.
180 personnes travaillent ici, un site de travail qui n'a pas vocation à accueillir le public en raison des produits chimiques hautement inflammables qu'il renferme. Lorsqu'elle arrive au CNC, la pellicule n'est pas forcément en bon état et doit passer par la case laboratoire. Elle est ensuite scannée et numérisée. Donc là, c'est un film en noir et blanc. Il faut arriver à retrouver les niveaux, le bon équilibre entre les noirs et les blancs. Une restauration qui peut prendre quelques semaines pour un film de 10 minutes et jusqu'à plusieurs mois pour certains films. 9 mois ont par exemple été nécessaires pour le film Les Misérables d'Henri Fescourt de 1925. Sa durée de 6 heures est tout aussi exceptionnelle. Nous nous attachons à ce que chacun de ces films, que ce soit des films réalisés par de grands réalisateurs ou des films anonymes, soient conservés, si vous voulez, avec les mêmes précautions, pour permettre en fait de transmettre l'ensemble de ce patrimoine cinématographique aux générations futures. Un trésor inestimable, bien gardé au sein de ce Fort Knox du 7e art. C'est la fin de ce journal, les idées de sortie dans un instant dans l'émission Le 7-8 Loisirs de Marilène Yapichino. Belle soirée avec TV78.